Pascal Blanchard, bonjour. Vous êtes ici pour présenter donc l'ouvrage Lyon, capitale des Outre-mer. Quelle peut être selon vous la caractéristique principale de la ville de Lyon dans cette histoire coloniale? L'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration, parce que cette caractéristique, elle se retrouve sur le siècle. C'est de ne pas en avoir conscience. C'est une ville qui a été coloniale et qui a été une grande ville de l'histoire de l'immigration française et qui ne le sait pas. On ne peut pas le savoir, pas simplement parce qu'elle l'a oublié. C'est une histoire qui n'est pas regardée, que l'on ne veut pas regarder, qu'on a oublié de regarder, et qu'on a même du mal aujourd'hui à inscrire dans les mémoires collectives, dans les mémoires urbaines, je dirais même tout simplement dans la mémoire normale des Lyonnais. C'est-à-dire que la première fois que j'ai dit que Lyon était une capitale coloniale, les gens me regardaient avec des yeux ouverts. Ah bon? Oui, Lyon a fait la première exposition coloniale. Lyon a connu les premiers flux migratoires, par exemple, de travailleurs maghrébins. Lyon a été une grande ville de l'histoire des migrants chinois. Lyon a été un des carrefours de l'histoire de l'immigration. Il n'y a pas eu que Marseille, Bordeaux ou Paris. Et ça, c'est déjà un premier particularisme. Avoir eu une histoire majeure, qui a certainement bâti une des identités majeures dans ce siècle, l'identité de cette ville et de cette région, et d'ignorer aujourd'hui. On pourrait même se demander jusqu'à quel point l'histoire des 25 dernières années, les voitures qui brûlent, les rodéos, les problèmes des quartiers, n'ont pas fait totalement oublier ce passé, comme s'il n'y avait pas de lien entre ce qui s'est passé ici il y a un siècle et le présent. Bien, donc ça nous amène effectivement au présent, à l'actualité. Oui, donc, on est effectivement dans une période préélectorale. Il semblerait effectivement que les leçons de cette histoire n'aient pas forcément été dégagées, puisque on voit par exemple la candidature d'Azouz Begag crée beaucoup de remous, et les partis politiques ne proposent toujours pas de candidats issus de ces populations. Est-ce que Azouz Begag est le seul symptôme de cette histoire? J'en suis pas persuadé. Déjà, il fait des remous lui tout seul, donc il est assez grand pour en faire sans que l'histoire vienne en ramener. Je pense que ce qui est intéressant à regarder, et là c'est valable ici comme ailleurs, la place de la diversité est un débat qui est totalement en France perturbé par un nombre de facteurs qui viennent entrechoquer. Est-ce que c'est de la manipulation maintenant de mettre quelqu'un issu des minorités visibles, comme on les appelle sur une liste électorale? Est-ce que c'est de leur donner leur juste place, c'était française? Est-ce qu'ils doivent les gagner dans les galons de la militance, ou est-ce qu'on doit leur donner des places pour être un reflet de la société? Tous ces débats en tout cas sont révélateurs d'un mal-être français, de cette incapacité à penser qu'un autre, pour faire simple, africain, maghrébin ou asiatique, peut être français. Nous sommes à peine en train de décoloniser nos mentalités. Et donc nous nous posons cette question majeure: est-ce que 11 Noirs peuvent représenter l'équipe de France de foot? Est-ce que nous pouvons imaginer qu'un Noir peut être président de la République? Est-ce qu'il est normal qu'une femme maghrébine soit ministre de la Justice? Est-ce qu'il serait normal que la future maire de Lyon soit asiatique? Voilà, nous commençons à peine, nous, Français, à nous poser ces questions. C'est étonnant parce que les pays comme l'Angleterre, par exemple, ex-puissance coloniale, se la pose plus depuis 30 ans. Les États-Unis, ça fait à peu près 20 ans que ces questions n'existent plus. On est peut-être avec le Japon, les deux derniers pays à vivre le temps des colonies à peine en début de déconstruction, et à commencer à nous poser des questions qu'on aurait dû se poser dans les années 60-70. En fait, nous sommes en train de rentrer dans le temps post-colonial sans le savoir. Nous sommes en train de nous poser les bonnes questions avec 35 ans. Et au moment où on parle beaucoup d'identité nationale, ça fait l'objet de la campagne électorale. Avec ce qu'on vient de voir à l'exposition coloniale, l'identité nationale à l'époque, elle était quand même vaste. Et aujourd'hui, elle est assez restreinte. On a toujours parlé dans ce pays d'identité nationale. On en parlait sans le savoir. Il n'a pas fallu attendre Nicolas Sarkozy pour parler d'identité nationale. Jean-Marie Le Pen nous en parle depuis 30 ans. Et avant lui, De Gaulle nous en a parlé pendant longtemps. Et avant lui, d'autres nous en ont parlé pendant très longtemps. Pour remonter au temps de Barès, de Déroulède, de Maurras, de Jaurès ou de Blum. L'identité nationale est un vaste débat. On refait ressortir cette flambeau à chaque fois qu'on doute sur cette identité. Ou qu'il y a un questionnement qu'on est en train de vivre une période de mutation majeure. Je pense que ce qui se révèle en ce moment, c'est deux choses. C'est d'abord de définir qu'est-ce qu'un Français. On est en plein dedans, et ça va prendre 15 ans à peu près. C'est une question majeure parce que notre pays a changé. En un siècle, il a changé parce que nous avons colonisé et qu'après, ces colonies sont arrivées en métropole. Et que ces gens ont migré ici, et qu'ils sont français. Et qu'il va falloir accepter cette idée que 10 millions de Français ont un grand-père ou une grand-mère nés aux Outre-mer. Et que ceci fait la France. Et c'est compliqué. Quoi qu'on en pense, c'est pas si simple que ça. C'est pas une idée qui s'accepte comme ça en quelques secondes. Nous sommes en train de vivre ça. Deuxième idée aussi qui se structure en ce moment, c'est quel héritage de tout ça, je dis bien d'héritage, historique et mémoriel nous faisons. Regardez ce débat sur la repentance, sur la guerre des mémoires, sur la haine de soi, la haine de l'autre. Tout ça veut dire quoi? Comment allons-nous digérer notre passé commun? 4 siècles d'histoire avec l'outre-mer, avec de l'esclavage, des abolitions, de la colonisation, des indépendances, des flux migratoires non reconnus dans ce pays. Nous sommes en train de digérer tout ça en même temps. Certes avec beaucoup de retard, mais quelque part c'est assez rassurant pour cette République, qu'aujourd'hui elle commence à se poser des questions justement non pas sur l'identité nationale, qui sur le fond ne veut rien dire. Par définition, l'identité nationale, quand on est un pays dynamique, ça bouge tout le temps. Et heureusement, il n'y a que les pays qui se replient sur eux-mêmes
qui ne sont plus capables de regarder vers l'avenir, qui pensent que l'identité nationale doit être quelque chose de figé. La nôtre, par définition, a été totalement explosée dans ce XXe siècle. Nous sommes simplement en train de recomposer les pièces d'un pulse. Ça fait peur parce qu'on n'arrive pas à trouver tout de suite les pièces qui font un pulse parfait. Nous sommes dans cette période peut-être de la fin des empires. Nous tous s'ébranlent, mais en même temps, peut-être... Mais quand on voit par exemple les Britanniques, tout à l'heure vous avez cité les Britanniques, il semblerait qu'eux ils aient moins de soucis avec cela. Parce que quand on voit les émeutes en Angleterre. Quand on voit par exemple le Commonwealth, tout récemment il y a eu le sommet du Commonwealth en Ouganda, il y avait la reine d'Angleterre. N'idéalisez pas le monde britannique. Alors, je souhaiterais que vous nous éclairiez. Justement, oui, je vais rejoindre ta question. Donc il y a deux écueils principaux qui se dégagent. On voit l'écueil des communautarismes et l'autre qui serait un écueil d'une ultra-laïcisation, c'est-à-dire une abolition du spirituel ou du spiritualisme. Est-ce qu'il y aurait... On est parti sur un débat, on fait un livre les gars. Non, ça lance un livre. Quelle serait la troisième voie? Il n'y a pas de troisième voie. Je pense que chaque pays se cherche, et l'Angleterre, on voit bien qu'il y a des points limites. Les émeutes urbaines en Angleterre sont aussi violentes que chez nous. La difficulté d'être anglais pour des jeunes asiatiques, comme on les appelle, des Pakistanais, des Indies, qui arrivent en Angleterre, qui sont musulmans ou non, et qui ont énormément de mal à être acceptés, et eux-mêmes à s'accepter dans la société britannique, montre que c'est pas résolu. Le fait que les Américains, par exemple, sont en train de fabriquer des ghettos ethniques, ils reviennent à la politique post-canadienne aujourd'hui, et après avoir fait le temps du métissage, on revient maintenant à construire des ghettos ethniques aux États-Unis. Personne n'a la solution et la panacée. Ça n'existe pas sur ces questions. Nous ne rêvons pas d'un modèle idéal. Et en plus, nous découvrons que les modèles doivent savoir évoluer avec les nouvelles générations qui arrivent. Par exemple, les flux migratoires actuels que nous connaissons en France en 2004-2005 ne sont plus des flux migratoires coloniaux seulement. L'arrivée des Chinois, par exemple, des Tchétchènes, des Yougoslaves, des Roumains, sont en train de modifier totalement notre réaction face à l'immigration. On voit bien qu'il faut en permanence réfléchir et muter, qu'il n'y a pas de solution idéale, qu'il n'y a pas non plus un ultra-laïcisme. Le débat sur le voile a révélé certainement des choses très intéressantes dans notre société de peur, de crispation, qui en même temps sont à la fois inacceptables, parce que stéréotypé, mais en même temps intimement normal. C'est normal que nous ayons aussi peur de cet autre. L'histoire de la relation à l'autre, c'est d'abord la peur. Et elle est normale, cette peur, quelque part dans un monde qui ne connaît pas cet autre. Et en même temps, notre République nous apprend que c'est aussi parce qu'on sait surmonter ce genre de choses qu'on n'a pas forcément le meilleur système, mais un système qui n'est pas si mal que ça. De temps en temps, il doit aussi se regarder lui-même, arrêter de donner des leçons aux autres, regarder sa propre histoire, et par exemple, accepter qu'on a eu une histoire coloniale, pas si simple que ça, très ambiguë, et peut-être de faire par exemple un musée d'histoire coloniale dans ce pays. On est quand même la dernière puissance coloniale avec le Japon, qui n'a pas un musée d'histoire coloniale. Donc notre modèle n'est pas si mal que ça, mais il a de gros défauts, il faut l'analyser, et en même temps, notre société n'est pas si catastrophique que ça quand on voit les autres. Tout ça est intimement complexe, donc je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. On ne sort pas indemne de 4 siècles de relations de domination au monde. Ni nous, ni les autres. Tous, nous sommes en train de vivre le choc des empires. Ce qui peut paraître bizarre de dire ça 45 ans pour les indépendances, mais on ne mesure pas ça sur l'échelle du temps. C'est un bout de temps très très court. C'est rien. 45 ans pour hériter de 4 siècles d'histoire compliquée. Bon, on est dedans, dans l'œil du cyclone.